Alors bonjour à toutes et à tous. Je vous accueille avec plaisir pour une nouvelle visioconférence sur le label Certif Région. Vous avez été nombreux à suivre la précédente animation en février. Elle visait à vous présenter le label. Si vous n'avez pas pu participer, le support et le lien pour visionner l'enregistrement sont disponibles en bas de la page Certif Région sur le site internet du CARIFOREF Occitanie. Aujourd'hui, après quelques rappels, nous prendrons le temps d'étudier le référentiel Certif Région. L'objectif pour vous est de vous approprier ces indicateurs spécifiques et de vous renseigner sur des exemples de preuves pour au final appréhender la valeur ajoutée du label Certif Région. Pour cela, la parole sera principalement donnée aux auditeurs habilités. Je me présente Virginie Audin, chargée de mission animation et professionnalisation, notamment sur le volet qualité et Certif Région. Avant de commencer, et pour le confort de tous, et comme d'habitude, nous vous rappelons que les micros doivent être éteints, maintenus éteints. Je les couperai si besoin, il y a une erreur à un moment. Et surtout que les échanges se feront uniquement par chat au fur et à mesure. Il y aura des temps de questions-réponses. Le support de cette présentation et le lien de visionnage seront donc communiqués par mail, puis disponibles sur le site internet. Le CARIFOREF Occitanie organise cette visioconférence. Pour rappel, nous sommes un centre d'animation, de ressources et d'information, ainsi qu'un observatoire régional dans le champ de la formation professionnelle et de l'emploi en région. Nous intervenons en appui des politiques emploi-formation de l'État, de la région, des partenaires sociaux, avec 3 missions: observation, information, professionnalisation. Pour la professionnalisation, vous en avez un exemple aujourd'hui. Il s'agit de proposer une offre au réseau des acteurs de l'orientation, de la formation et de l'emploi. Je vous invite fortement à consulter régulièrement le programme des animations proposées. J'interviendrai dans l'animation d'aujourd'hui dans le cadre d'émissions du CARIFOREF confiées par la région pour l'information sur le label Certif Région. Les interventions aujourd'hui seront portées par la région et les auditeurs habilités. D'abord, Marie-Béatrice Planche, que vous commencez à bien connaître, sont également présents. Séverine Ourgaud pour CIDE Conseil et Formation et Dominique Bourgois pour Mayotica. Ils se présenteront un peu plus tard. Pour démarrer, si elle le souhaite, Marie-Béatrice Planche pourra faire un mot d'introduction. Je vais essayer de ne pas être trop longue, mais effectivement, bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce temps d'information consacré au référentiel qualité Certif Région. Vous le savez peut-être, la région Occitanie s'investit depuis plus de 10 ans dans la démarche qualité des formations avec le label Certif Région. Ce n'est pas toujours appelé comme ça, mais c'est quand même le label Certif Région. Et avec ses partenaires, donc les financeurs de formation, comme Pôle emploi, les OPCO, la GFIP, elle accompagne les organismes de formation du territoire régional dans un premier temps, puis national ensuite, dans leur montée en compétences. Avec la loi Avenir professionnel donc du 5 septembre 2018, la démarche qualité est confiée, n'est plus confiée aux régions qui animaient ce réseau, mais elle est confiée à l'État et donc à France Compétences. Cette nouvelle organisation, on va le voir concrètement ce que ça donne. Cette nouvelle organisation de la qualité des formations, elle va se traduire courant 2019 et 2020 à 3 grands changements. La mise en œuvre d'un référentiel unique, Calliope, je pense que vous en avez tous entendu parler, l'obligation de certification qualité pour pouvoir travailler avec des fonds publics comme la région, ou des fonds mutualisés comme les OPCO, les opérateurs de compétences. Et enfin, l'habilitation d'instances de labellisation par France Compétences pour la délivrance de leur propre label. C'est les trois grands points qui se sont déroulés 2019-2020. La région, par rapport au dernier point, l'instance de labellisation, la région Occitanie et ses partenaires se sont positionnés pour devenir instance de labellisation. Et reconnu par France Compétences, eh bien, on met en place aujourd'hui le nouveau label qualité
Certif Région, il a toujours le même nom, mais le contenu est différent puisqu'il prend en compte Calliope, comme on va le voir tout de suite après mon Bonjour. intervention. On s'attache en fait à, dans le développement de ce nouveau label, au-delà de Calliope et les spécificités Certif Région. J'entends, ça me Là, suffit. Hein, je ne sais pas qui parle, mais il faudrait peut-être couper vos micros, s'il vous plaît. Merci. Donc je disais que nous allons intervenir avec Certif Région sur l'ensemble des catégories d'action, tant la formation que l'apprentissage, tout ce qui est bilan de compétences ou accompagnement à la VAE. Pour la région, ce nouveau label est important. Pour la région et ses partenaires, ce nouveau label est important puisqu'on souhaite poursuivre, compte tenu du nouveau monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, on souhaite vraiment continuer à accompagner et pouvoir travailler avec les centres, les opérateurs de formation et permettre de vous proposer au travers du label à la fois un accompagnement, une méthode et surtout de vous permettre d'avoir une démarche qualité qui soit organisée cette fois-ci de manière continue. Voilà, c'est tout ce que la région souhaite parce qu'elle a vraiment à cœur de pouvoir maintenir tout l'appareil de formation dans la qualité la meilleure auprès des publics et cela passe forcément par vous et le fait que vos formateurs soient à un niveau professionnel fort, que l'accueil soit organisé de manière individualisée et de qualité. Voilà, comme je suis en train de rentrer dans le référentiel, je vais laisser la parole à Sidé Oui. et Mayotika. Alors, je vais prendre un temps pour expliquer le sommaire avant de donner la parole aux auditeurs. Merci Marie-B pour cette intervention et la position de la région. Alors aujourd'hui, le sommaire et le déroulé qui va nous intéresser. Alors, pour voilà, la visioconférence d'aujourd'hui, est destinée à tous les opérateurs de formation qui souhaitent s'approprier le référentiel. Hein. Certains d'entre vous ont déjà obtenu la certification Calliope, d'autres cherchent à se renseigner sur les spécificités voilà, pour décider s'ils visent l'obtention conjointe ou décalée de la certification Calliope et du label. Aujourd'hui, l'objectif est de vous apporter la documentation et l'éclairage nécessaires à la bonne compréhension du niveau attendu par la région Occitanie dans ce label, que vous soyez déjà décidé ou non à candidater. Le déroulé sera le suivant. D'abord, je vous présenterai le référentiel Certif Région. Je reprendrai un peu plus dans les détails ce que vient de vous indiquer Marie-Béatrice sur l'histoire de ce label. Puis, les auditeurs se présenteront. Qui sont-ils? Quelles sont leurs particularités? Comment les contacter? Ensuite, ils passeront en revue chaque indicateur en vous explicitant le guide de lecture spécifique Certif Région. On pourra poser des questions au fur et à mesure des indicateurs pour être le plus précis et interactif possible. Toutes les questions passeront par le chat. Puis, Marie-Béatrice reprendra la main pour décrire les options d'audit qui s'offrent à vous. Comment se conformer au référentiel nationalité, quel audit passer, quel intérêt du label. Et enfin, je vous donnerai quelques éléments quant à la candidature au label et vous indiquerai le calendrier. Quelles ressources disponibles pour se préparer, à partir de quand candidater. Nous aurons donc des temps de questions-réponses au fur et à mesure. Je vous invite à passer vos questions sur le chat. Le support de présentation et d'enregistrement vous seront envoyés par mail. Comme d'habitude, la version sous format PDF inclura des liens cliquables à chaque fois que le texte est souligné. Ces liens ne fonctionnent pas pendant la présentation. Alors, on va pouvoir démarrer avec une première partie plus succincte qui reprend certains éléments de la visioconférence de la dernière fois, de février. On va dévoiler le référentiel Certif Région au regard du référentiel national qualité. C'est-à-dire, on va positionner le label au regard de la certification Calliope. Je prendrai aussi un temps pour évoquer les avantages de l'obtention du label.
Alors, on reprend au début la qualité dans le champ de la formation professionnelle, hein, qui est d'abord passée par de nombreuses certifications, de nombreux labels enregistrés par le CNEFOP. Vous avez suivi que pour améliorer la lisibilité de l'offre et l'efficacité du système, la loi du 5 mars 2014 a confié aux financeurs publics le suivi et le contrôle de la qualité. Vous connaissez la base de données Datadoc qui a permis le déploiement d'un outil commun. Avec la loi du 5 septembre 2018, on passe à l'étape suivante, le système est unifié. Le changement est important avec renforcement du référentiel unique, que l'on appelle désormais RNQ, couvrant jusqu'à 32 indicateurs, 7 critères, et mise en place d'une certification de processus, hein. Nous ne sommes pas sur la certification de la formation, mais bien la certification du processus, hein. Comme le dit Stéphane Rémy, la DGEFP, on passe d'une logique déclarative avec Datadoc à une logique de démonstration avec Calliope et on verra aussi, hein, avec Certif Région. Cette certification est rendue obligatoire à partir du 1er janvier 2022. Également, ce qui a changé, c'est que France Compétences est désormais l'autorité nationale de financement et de régulation de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Elle a reconnu des instances de labellisation. Seuls 7 labels sur les 17 enregistrés précédemment sur la liste du CNEFOP ont demandé et obtenu cette reconnaissance. Je cite brièvement ces labels. Le label APP pour Atelier de pédagogie personnalisée, le label École de conduite qualité, le label Qualité français langue étrangère, le label E2C du réseau des écoles de la seconde chance, le label Opérateur de bilan de compétences et d'accompagnement qualité totale OBCAQT, le label Eduform et donc le label Certif Région de la région Occitanie. Ces instances de labellisation délivrent leur propre label et la certification Calliope. Pour reprendre plus précisément tout ce contexte, vous avez donc accès à l'enregistrement de la visio précédente. Avant d'aller plus en détail dans le référentiel Certif Région, je voudrais vous donner quelques pistes de réflexion quant aux avantages que peut apporter le label à votre structure. Le label Certif Région n'est pas obligatoire, mais il peut vous amener plusieurs types d'avantages. Avantages opérationnels, je veux dire par là, par des améliorations dans vos pratiques. Des témoignages d'opérateurs de formation montrent combien l'amélioration continue des démarches qualité permet de simplifier certaines pratiques et surtout de les structurer. C'est déjà le cas avec Calliope. Vous le verrez lors de l'étude plus précise des indicateurs spécifiques Certif Région, que le label est une opportunité pour pousser le curseur un peu plus loin sur certains sujets, notamment le handicap. Il est surtout une opportunité pour s'approprier plus globalement le sujet de la qualité au sein de sa structure, en particulier par le fameux critère 8. Le label vise à travailler au pilotage de la qualité et à l'orchestrer avec la stratégie de son entreprise. Après cet avantage, on va dire interne, un avantage externe, un avantage concurrentiel. C'est un atout qui peut s'avérer majeur, hein. La marque Calliope est une marque de reconnaissance qui sera très présente sur le marché en 2022. On va voir une homogénéisation, hein, sur le marché de la formation professionnelle. Alors, comment tirer son épingle du jeu en termes de visibilité? Vous l'avez vu, le label est un des 7 disponibles, un des seuls portant sur l'ensemble des catégories d'audit. Donc, vous pouvez vous démarquer clairement. Et enfin, avantage stratégique. Avec le label, vous participez au dynamisme et à l'ambition de la région Occitanie et de ses partenaires dans le champ de la formation professionnelle. La région est porteuse d'innovation depuis la création de ce label et continuera à faire évoluer le référentiel au regard des nouveaux enjeux du champ de la formation. Donc vous voyez, le label Certif Région a une histoire, hein. Ce label est issu d'une démarche partenariale, régionale, innovante, initiée il y a presque 10 ans. Aujourd'hui, nous pouvons parler d'un nouveau référentiel. La dernière adaptation est, vous l'avez compris, liée à la réforme de 2018. Ainsi, en 2020, le référentiel intègre le référentiel national qualité. Mais il valorise aussi des indicateurs supplémentaires spécifiques. Vous avez ici une vue d'ensemble des 8 critères. On voit bien, donc il y a un critère supplémentaire. Vous l'avez remarqué, c'est le critère 8 que je viens de citer, piloter la qualité en cohérence avec la stratégie. Il est important de préciser que le label Certif Région n'est pas obligatoire pour bénéficier des financements publics ou paritaires, contrairement à la certification Calliope.
Effectivement, nous sommes sur 8 critères, c'est-à-dire un critère supplémentaire, mais également 11 indicateurs supplémentaires répartis sur différents critères. C'est bien cela que les auditeurs vont passer en revue. Le référentiel Certif Région va donc plus loin que celui de Calliope. À gauche, vous voyez la même infographie où se positionnent les indicateurs supplémentaires. Un fanion rouge pour les identifier, ils sont répartis sur la majorité des critères du référentiel national qualité. Dans le détail, avec le tableau, nous voyons qu'il s'agit de 2 indicateurs supplémentaires pour les critères 2, 3 et 4, d'un indicateur supplémentaire pour le critère 6, et donc de 4 indicateurs supplémentaires pour le critère 8, lui-même supplémentaire. Le référentiel le référentiel Certif Région va au-delà du référentiel national qualité. Le sujet d'aujourd'hui est de vous présenter en détail ces indicateurs spécifiques. Je donne donc la parole aux auditeurs pour qu'ils se présentent, puis prennent la main sur les indicateurs. Posez toutes vos questions par le chat. Nous y répondrons au fur et à mesure de chaque indicateur. Voilà, Séverine, je te donne la main pour le partage. Organismes de formation parce qu'ils payent une personne pour une seule personne. Normalement, il y a des lois en face à face. Normalement, je crois que c'est interdit, mais bon, après, là, Il y a un micro ouvert. Là, au niveau des lois, je ne sais pas. Mais donc, c'est pour l'instant, moi, le mois de février, j'ai eu 3 demi-jours. Je vais essayer d'éteindre le micro de cette personne. Voilà. Merci Donc, Séverine. Quand tu veux. Merci Virginie pour le passage. Voilà, donc je viens de partager aussi donc l'écran. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je vais commencer bien par présenter donc CID Conseil et Formation, donc qui est un des auditeurs donc habilité donc par la région Occitanie donc pour réaliser donc les audits. Donc CID Conseil et Formation, bien nous sommes un organisme basé à Valence qui existe depuis près de 30 ans. Et on a en fait comme fil conducteur en fait dans la réalisation de nos missions auprès de toutes les organisations, que ce soit des organismes de formation, des entreprises, voilà, l'engagement, la bienveillance et le pragmatisme dans nos démarches, que ce soit d'accompagnement, d'audit ou de formation auprès de ces organisations. En termes de domaine de compétences, CID Conseil et Formation est depuis très longtemps donc principalement axé sur des démarches d'accompagnement, de conseil, de formation sur l'ensemble des référentiels ISO, notamment sur la qualité, sur la sécurité, sur l'environnement aussi, et également dans des secteurs un peu plus spécifiques de l'agroalimentaire. Parallèlement à ça, donc depuis 2012, nous avons donc démarré avec la région Occitanie et bien, donc, la réalisation donc, des audits Certif Région, hein, qui s'est étendue également avec la région PACA, puisque nous avons travaillé dès 2011 avec la région PACA sur leur label spécifique, qui était le label Performance vers l'emploi. Et dernièrement, nous avons travaillé également avec la région de Bourgogne-Franche-Comté sur le label spécifique de l'enseignement agricole, qui est la certification Califormagri. Voilà, donc une expertise est bien reconnue auprès des organismes de formation, puisque en parallèle, CID Conseil et Formation a créé donc une filiale CID Certification, en charge donc de la réalisation des audits Calliope. Et nous nous appuyons sur cette filiale CID Certification pour notamment qualifier tous les auditeurs qui vont intervenir sur le label Certif Région. Donc plus concrètement pour la mission avec la région Occitanie, donc je suis moi-même en charge bien de répondre à toutes les questions que peuvent avoir les organismes de formation si vous n'avez pas eu ces informations auprès de Virginie ou Marie-Béatrice, notamment sur l'élaboration donc des devis, la démarche des devis. Je suis accompagnée effectivement de Laura Palis aussi qui peut vous répondre à toutes vos questions. La démarche la plus simple, en fait, c'est de nous contacter par mail pour faire donc une demande de devis.
mais ça, on reviendra. Je pense qu'un peu plus tard, on doit réexpliquer un petit peu la démarche de la candidature. En complément, donc, on a aujourd'hui une équipe d'à peu près 25 auditeurs donc, qui sont prêts à réaliser donc, ces audits. Donc, ce sont des auditeurs sélectionnés en grande partie donc, pour soit déjà une expérience d'auditeur Calliope ou ayant travaillé dans le secteur de la formation, donc des référents pédagogiques voilà, qui connaissent le milieu de la formation professionnelle, avec un parcours interne de qualification, derrière une charte d'engagement qu'ils signent tous en fait quand ils démarrent avec nous, donc les audits. Et puis nous allons mettre en place à l'issue donc de chaque audit une évaluation de la prestation d'audit qui nous permettra, eh bien, dans le cadre de temps d'échange collectif, de réinvestir en fait un peu le retour d'expérience de nos auditeurs et d'améliorer aussi nos pratiques en tant qu'auditeurs. Voilà, je vais laisser la parole à Dominique. Merde. J'ouvre ton micro. Alors voilà. Oui, bonjour à tous. Est-ce que du coup vous avez mon écran là? Non, j'en suis pas certain. Alors, Bon, bah, c'est pas Séverine grave, ça peut partage, rester. Bon, Séverine ça continue peut à partager tes continuer, deux ça peut slides. continuer à partager, c'est pas un souci. Oui, donc merci Séverine. Alors, je risque d'être un peu redondant par rapport à la présentation qui vient d'être faite par Séverine, parce qu'en fait, il y a beaucoup de points de convergence entre nos deux cabinets. Au moins, il y a de la cohérence dans les choix qui ont été faits par la région. Nous sommes effectivement un organisme qui a aussi malheureusement plus de 20 ans d'existence dans le champ de la formation professionnelle et des audits en formation professionnelle, avec de la réalisation d'audits pour le compte de diverses collectivités, États, régions, dans les différents secteurs. Et nous sommes très présents depuis toujours dans le champ de l'économie sociale et solidaire et de l'éducation populaire, que ce soit d'ailleurs sous forme d'audit, mais pendant 19 ans également sur des missions d'accompagnement de formation de dirigeants. Depuis, nous nous sommes je dirais, limité aux activités d'audit dans le cadre d'une accréditation par le COFRAC pour la réalisation d'audits Calliope, mais aussi d'audits dans le champ, par exemple, de la responsabilité sociale des organisations, avec la réalisation d'audits Lucie 26000 OF, qui est donc une déclinaison pour les organismes de formation du label Lucie et qui permet d'attester, je dirais, d'un haut niveau de prise en compte de sa responsabilité sociétale. Alors, de la même façon qu'avec CIDE, nous avons un processus très complet, très conséquent de qualification de nos auditeurs qui sont tous des professionnels de la formation professionnelle. Et aujourd'hui, nous avons 30 auditeurs qui interviennent sur le territoire national pour Calliope, et certains d'entre eux donc sont présents en région, et nous appuyons sur leur cabinet, Terre d'Avance à Toulouse et KPA donc pour Alain Prat. Et donc, nous avons comme ça formé 5 auditeurs aujourd'hui spécialisés parmi nos auditeurs Calliope, spécialisés sur Certif Région. Tu peux peut-être passer à la suite, Séverine. Voilà. Donc, oups, bon. Je voulais simplement dire en synthèse que bien nous sommes voilà, assez fiers d'un ensemble de partenariats qui ont été développés au fur et à mesure des années et qui font que toutes les structures qui apparaissent à l'écran, là, que ce soit
l'anciennement CNEA, maintenant Exopé, le SINOFDES, pour le syndicat national des organismes de formation de l'économie sociale, Exopé pour le secteur de l'animation, tout le secteur coopératif, à la fois avec la CGSCOP, mais aussi avec les coopératives d'activité économique, des CFA du secteur à la fois de l'animation, sport, animation, tourisme, mais aussi de la préparation au métier de la santé et du social. Et puis des réseaux comme l'UNREP, le planning familial, et il y en a encore beaucoup d'autres, qui sont tous des réseaux, je dirais, que je qualifierais de militants de l'éducation populaire et de la promotion sociale, et pour lesquels, je dirais, on se sent proche et que l'on aide, je dirais, par ces audits à mieux réussir la mission qui est la leur, quoi. Voilà ce que je peux dire. Donc, je reprends la parole, je crois. Oui, tout à fait. On va passer aux indicateurs. Alors, par contre, pourquoi ça ne veut pas commencer? Voilà. Donc, nous allons, avec Dominique, vous présenter le guide, les éléments du guide de lecture, donc des indicateurs spécifiques du référentiel Certif Région. Donc, comme vous l'a dit Virginie, donc, ces indicateurs sont rattachés donc, aux critères 2, 3, 4, 6 et 8 donc, du référentiel Certif Région. Juste avant donc, de commencer, vous expliquez donc que vous avez à votre disposition donc une documentation qui est en ligne sur le site du CARIFOREF avec d'une part donc, le guide de lecture des indicateurs spécifiques. Ce guide de lecture, il est constitué en fait en termes d'architecture sur la même base que le guide de lecture du référentiel national qualité, puisque à chaque fois, on vous rappelle donc l'intitulé du critère, on vous définit donc l'indicateur en vous précisant si c'est un indicateur commun ou spécifique à une catégorie d'action de formation. On vous identifie le niveau attendu, donc l'objectif visé au travers de cet indicateur. Et de la même façon que pour le référentiel national Calliope, on vous présente donc des éléments de preuve associés. Et ces éléments de preuve sont bien évidemment des exemples de documents potentiels à mettre à disposition lors de l'audit de labellisation. Donc, nous allons revenir en détail après donc, sur à la fois ces niveaux attendus des indicateurs et éléments de preuve. En parallèle, deuxième documentation qui est disponible. Donc, il a été mis en place en fait une foire aux questions suite aux différentes visios qui ont déjà été animées jusqu'à présent. À chaque fois, donc, des questions posées dans le cadre des animations et bien évidemment les réponses apportées avec des informations également complémentaires sur des modifications à venir sur le référentiel Certif Région qui vont porter en fait sur une clarification des libellés de certains indicateurs. Mais rassurez-vous, ce n'est pas de rajouter déjà des nouveaux indicateurs, mais vraiment d'apporter une précision dans la lecture de ces indicateurs. Alors, nous allons commencer donc par les deux premiers nouveaux indicateurs sur le critère 2, donc critère 2 associé donc, à la conception d'une prestation de formation, où on a donc deux critères qui sont les critères A et B sur le référentiel Certif Région. Et sur l'indicateur A, on a tout de suite, vous voyez, l'indicateur est barré en fait dans la présentation. Pourquoi? Parce qu'il y a une proposition d'ajustement dans le libellé de cet indicateur qui va être donc soumis à approbation donc, par le comité de pilotage Certif Région. Et la dénomination en fait, de cet indicateur A serait le prestataire analyse la faisabilité avant de répondre à une sollicitation de prestation.
Alors, et l'indicateur B, on est sur le prestataire construit la réponse selon une méthodologie définie. Alors, quel est le niveau attendu de ces deux indicateurs? Eh bien, pour l'indicateur A, il s'agira donc de démontrer qu'avant de répondre à un appel d'offres, un appel à projet ou une commande d'entreprise, le prestataire va s'assurer de sa faisabilité. C'est-à-dire de démontrer est-ce qu'il a les compétences en interne pour y répondre, est-ce qu'il a l'organisation technique pour pouvoir y répondre. L'indicateur B, on est plus sur effectivement démontrer à partir du moment où on a décidé de répondre à cet appel d'offres après le projet ou simplement une demande de formation sur mesure, hein, démontrer quelle est la méthodologie que l'on déploie pour répondre. À partir de là, on vous propose comme exemple donc d'éléments de preuve dans ce guide de lecture. Eh bien, pour l'indicateur A, il s'agit effectivement de pouvoir identifier quels sont vos critères de détermination de la faisabilité en termes de compétences nécessaires et disponibles, en termes de moyens matériels aussi nécessaires et disponibles. Est-ce que dans cette réponse, vous allez faire appel à des partenaires? Est-ce que de répondre, on est en cohérence avec la stratégie de développement de l'organisme de formation? Voilà. Est-ce que c'est cohérent en termes de positionnement? Et pour l'indicateur B, eh bien, comme exemple d'éléments de preuve, on a une personne compétente, qualifiée, spécialisée, qui est bien identifiée par les financeurs pour pouvoir répondre effectivement à cette demande, à cette sollicitation de prestations de formation. Alors, quelques commentaires que l'on peut vous apporter donc, sur ces deux indicateurs. Les deux indicateurs sont applicables dans tous les cas à toutes les catégories d'actions de formation. On est bien évidemment sur l'indicateur A, eh bien, le prestataire analyse la faisabilité. Donc, il s'agit de disposer donc, de critères de faisabilité qui sont définis, qui sont bien identifiés, soit au travers d'une procédure, ou soit tout simplement au travers d'un outil de suivi. Et concernant donc la méthodologie de réponse à une sollicitation de prestation de formation, eh bien, on attend effectivement qu'un process de réponse soit bien organisé, à savoir qui participe à la construction donc, du programme de formation, du cahier des charges, à la construction de la réponse à ce cahier des charges, qui va vérifier la cohérence, qui valide la réponse, et surtout comment est conçue la prestation de formation, bien évidemment en mettant en avant le lien avec les indicateurs de Calliope, les indicateurs 5, 6, 7 et 8. Pour ces deux indicateurs, on avait déjà eu des questions donc, lors des précédentes animations, à savoir donc est-ce que l'indicateur est-il audité si l'opérateur de formation ne répond pas aux appels d'offres? Donc oui, il est audité puisque cet indicateur est d'une part applicable à toutes les catégories et l'indicateur ne concerne pas que les réponses aux appels d'offres, mais cela peut également, il peut s'agir aussi tout simplement d'une réponse à une sollicitation d'entreprise, une demande de formation sur mesure ou un appel à projet. Donc, on a bien ici un indicateur qui est audité, quel que soit le type de réponse fait par les prestataires de formation. Une autre question nous avait également été posée sur la distinction avec l'indicateur 4 du référentiel national qualité. Alors, comme élément de réponse que l'on peut déjà apporter, c'est que en fait, l'indicateur 4, il porte vraiment sur l'analyse du besoin du bénéficiaire et sans forcément intégrer vraiment une mise en regard sur la capacité d'intervention de l'opérateur de formation. Donc, c'est-à-dire qu'au travers de l'indicateur A, on attend effectivement que l'opérateur de formation prenne bien en compte sa capacité à mobiliser donc, des ressources pour pouvoir se positionner et être en phase avec l'analyse du besoin
bien, du commanditaire de l'action de formation. Voilà, et on attend aussi que les critères de faisabilité soient formellement définis par une procédure ou par un outil de suivi. Donc voilà les précisions qu'on peut vous apporter sur ce critère 2. Ça a l'air très précis, ces précisions, parce que pour l'instant, il n'y a pas de questions. Donc, j'invite tous les participants à écrire par le chat si vous avez besoin de précision. On prend le temps au fur et à mesure des indicateurs. Pour l'instant, c'est bon, donc on enchaîne. Okay, donc, les 2 indicateurs suivants spécifiques donc, de Certif Région donc, sont rattachés au critère 3 sur la mise en œuvre des actions de formation. Et leur intitulé est donc, pour l'indicateur C, le prestataire propose à minima une attestation d'acquis de fin de formation. Et l'indicateur D, donc initialement était intitulé un référent suivi en entreprise et désigné. Et là aussi, nous avons une modification va être apportée sous réserve toujours d'approbation par le comité de pilotage. L'indicateur D serait donc formulé lorsque le prestataire met en œuvre des formations en alternance ou des périodes en situation de travail, un ou plusieurs référents suivis en entreprise et ou sont désignés. Donc cet indicateur D, effectivement, ne sera applicable que pour les formations en alternance ou des périodes de formation en situation de travail. Alors, toujours pareil, le niveau attendu donc, pour ces 2 indicateurs. Pour l'indicateur C, eh bien, il s'agit de démontrer que le prestataire va mettre en place des modalités d'évaluation des acquis de la prestation en lien avec les objectifs. On verra tout à l'heure qu'effectivement, il y a un lien très étroit avec l'indicateur 11 de Calliope. Et pour l'indicateur D, eh bien, on attend qu'effectivement, on ait bien des interlocuteurs connus, désignés, pour assurer le lien tout simplement avec les entreprises, que ce soit donc pendant des périodes de stage ou des périodes d'alternance pour les formations en contrat de professionnalisation ou apprentissage. Quelques exemples d'éléments de preuve associés. Donc pour l'indicateur C, eh bien, on attend effectivement d'avoir des attestations d'acquis de fin de formation qui peuvent se présenter également sous forme de portefeuille de compétences, bien évidemment en lien avec les objectifs opérationnels et évaluables de la prestation, indicateur de mémoire, indicateur 5 de Calliope. Et pour l'indicateur D, eh bien, en élément de preuve, ce sont des référents désignés, identifiés, avec une mission, voilà, une fiche mission du référent bien établi et qui est connu des bénéficiaires et de l'entreprise d'accueil. Donc, connu des bénéficiaires et de l'entreprise d'accueil, ce qui implique logiquement une communication auprès de ces personnes. Donc, quelques précisions pour ces 2 indicateurs. Donc, l'indicateur C, alors je pense qu'il y a une petite erreur qu'on n'a pas vue. Au préalable, l'indicateur C, il s'applique à toutes les catégories d'actions de formation. C'est pour l'indicateur D, la notion donc de référent suivi entreprise ne s'applique qu'à la formation. Attendez, là je suis perdue. Non, l'indicateur C s'applique bien qu'à la formation continue et à l'apprentissage. Ne s'applique pas effectivement donc, pour les bilans de compétences et l'accompagnement à la VAE. Et il s'agit effectivement donc de disposer d'un portefeuille de compétences acquises, notamment pour les formations non certifiantes et pour dans le cadre des formations qualifiantes ou certifiantes, à minima, une attestation pour les bénéficiaires en cas d'échec à l'examen ou de validation partielle. Donc, c'est quelque chose qui est bien complémentaire à l'indicateur 11. Et par exemple, eh bien, lorsque pour des formations certifiantes, vous avez une validation partielle qui est attribuée aux bénéficiaires, souvent les certificateurs délivrent une attestation de compétences qui est délivrée par le certificateur sur le bloc validé. Eh bien, cette attestation de compétences
est suffisante pour répondre à cet indicateur C. Pour l'indicateur D, il ne s'appliquera bien évidemment que lorsque le prestataire met en œuvre des formations en alternance ou les périodes de formation en situation de travail, et il vient renforcer l'indicateur 13 de Calliope. Voilà la petite précision donc, que l'on pouvait apporter pour bien démontrer effectivement la complémentarité donc, de l'indicateur C à l'indicateur 11 de Calliope. C'était une question qui avait déjà été posée, puisque l'indicateur 11 demande donc une évaluation des acquis. Et là, Certif Région donc, se positionne en allant un peu plus loin sur demander réellement une attestation d'acquis de fin de formation. Ok, on va avoir 2 questions pour ces indicateurs-là. Première question, les stages sont-ils considérés comme des périodes de formation en situation de travail? Alors, les périodes de formation en situation de travail, en fait, correspondent à la FEST. Donc, les stages sont considérés comme les formations, c'est des formations en alternance. Alors, je vois Dominique. Qui va intervenir? Il n'a pas le son pour l'instant. Hein, je pense qu'on est sur une période de formation large, en fait, une période de formation en entreprise, etc. Et effectivement, il y a une distinction entre AFEST, qui est importante à faire, et avec les stages. Oui, Je te en laisse fait, intervenir. j'étais en plein écran et je ne retrouvais pas mon petit bouton du Donc, je son. repose Donc, la question c'est précise. bien. Les stages sont-ils considérés comme des périodes de formation en situation de travail? Absolument. Donc, je pense qu'il faut absolument, je dirais, bien clarifier les choses. Il n'est pas question d'AFEST ici, et c'est la même chose d'ailleurs pour ce qui concerne l'indicateur 28 de Calliope. Il s'agit bien des périodes de formation en situation de travail, et donc des stages sont des périodes de formation en situation de travail. Il peut y avoir éventuellement des interprétations différentes, notamment pour ce qui concerne des stages qui sont purement d'observation, par exemple dans le cadre de parcours d'orientation ou de découverte métier, où on a des phases qui sont là d'observation, et dans ce cas-là, c'est vrai que la notion de formation en situation de travail peut être discutée, mais sinon, tout dispositif alterné, et c'est d'ailleurs comme ça que c'est indiqué dans les explications du guide de lecture Calliope, c'est bien de l'alternance pédagogique qu'il s'agit, et donc on est bien sur une période de formation en situation de travail, qui peut être par exemple, dans le cas de dispositifs qui ne sont pas alternés, qui peut être présent en fin de formation. Une formation qui se termine par une période de stage est concernée par ces indicateurs-là, que ce soit l'indicateur 28 pour Calliope ou cet indicateur D de Certif Région. Alors oui, et donc en complément, pour surchérir en quelque sorte sur ces terminologies, on peut avoir tendance à mélanger, mais la question de Castan, les périodes de stage en entreprise pour les formations universitaires hors contrat de professionnalisation et apprentissage sont-elles concernées par l'indicateur D? Alors les formations universitaires, a priori, ne sont pas forcément concernées par Calliope, enfin, du moins pour ce qui est de l'enseignement supérieur. Alors après, pour ce qui est, je dirais, des formations infra-LMD, mises en place par des universités, alors oui, ces formations sont concernées par Calliope et par Certif Région. Et dans ce cadre-là, oui, les périodes de stage sont universitaires sont concernés, enfin, ces indicateurs s'appliquent à ces périodes-là.
Alors, on peut avoir le cas effectivement d'organismes, enfin d'universités qui n'ont pas obligation d'aller sur Calliope, qui ont le souhait d'y aller. Donc, peut-être cette question. Oui, alors, bien sûr, hein, on a le cas, par exemple, des CFA Formasup qui spontanément souhaitent obtenir ces certifications Calliope et Certifrégion. Donc oui, dans ce cas-là, les formations qui sont auditées, je dirais, si elles comportent des périodes de stage en entreprise, eh bien, elles sont auditées selon ces indicateurs-là. Alors, Séverine, peut-être pour Ouais. finir sur l'indicateur D, que se passe-t-il pour l'indicateur D si l'on ne réalise pas ce type de prestation? Nous n'avons rien à prouver. A-t-on des choses à prouver? Eh bien, s'il n'y a pas de formation en alternance ou de stage, l'indicateur, en fait, sera non applicable pour l'organisme de formation. Donc, il n'y aura rien à prouver. Alors, je pense qu'on a fait le tour pour l'indicateur D. Certaines questions pour l'indicateur C. Donc, il y en a plusieurs. Hop. On va les faire une à une, ce sera plus simple. Donc, bonjour, pour les diplômes, quelle attestation fournir? En l'occurrence, pour certificateur éducation nationale. Bah, en fait, pour toutes les formations qualifiantes ou certifiantes, le diplôme justifie en fait une attestation d'acquis. Donc, c'est suffisant en termes d'éléments de preuve à apporter. Quelle différence faites-vous entre attestation d'acquis et certificat de réalisation? Alors, qu'est-ce qu'on entend par certificat de réalisation? Le certificat de réalisation, c'est l'attestation de fin de formation? Alors, je peux demander des précisions, Ouais, peut-être, à euh, Synosis, nous faire quelques précisions sur certificat de réalisation pour pouvoir répondre à la question. On en prend une autre entre-temps. Alors, des périodes de formation se déroulant à l'étranger, dans le cas des programmes Erasmus, doivent-elles faire l'objet d'une évaluation particulière? à partir du moment où elle rentre dans le périmètre de la formation, il y a forcément une évaluation de compétences professionnelles ou autres et qui doivent être intégrées dans le process, oui. Donc, par rapport à la question précédente, donc, quelle différence faites-vous entre attestation d'acquis et certificat de réalisation, c'est-à-dire attestation de fin de formation officielle? D'accord. Donc, l'attestation, en fait, elle justifie donc de la présence du bénéficiaire sur la période considérée. L'attestation d'acquis, elle va être vraiment en lien avec les objectifs de la formation. Hein. On a dans Calliope, sur l'indicateur 5, de devoir définir donc des objectifs évaluables et opérationnels en termes de, voilà, à l'issue de la formation, le bénéficiaire, il va être capable de, et donc l'attestation d'acquis, elle va donc permettre d'aboutir à quelles sont les compétences acquises par le bénéficiaire. Donc, c'est complémentaire à ce certificat. Oui, oui, effectivement, je confirme que, en fait, ce qui est attendu par cet indicateur, c'est d'aller au-delà de l'attestation de présence, mais bien que le prestataire de formation s'engage sur des compétences effectivement acquises au cours du parcours de formation et donc atteste, s'il n'y a pas de titre obtenu à l'issue de la prestation, mais atteste soit de blocs de compétences si on est sur une formation certifiante organisée en bloc de compétences, soit de compétences acquises au regard des objectifs initiaux, que même si ça n'est pas des formations à visée qualifiante. Donc on peut tout à fait identifier des acquisitions effectives et attester de ces acquisitions à l'issue de la prestation, quand bien même on n'est pas sur une formation certifiante ou une formation qualifiante.
Je passe la main à Dominique. Excusez-moi, j'avais mon micro coupé. On a fait globalement le tour des questions. Certains ont apporté plus de précision. Ils pourront nous faire un mail s'il y a besoin d'éléments plus précis. On va pouvoir passer à l'indicateur suivant. Merci. Donc, c'est Dominique qui partage cette fois-ci. Alors, tu as le micro coupé, Dominique? S'il y a besoin d'aide pour le partage, je ne t'entends pas. Oui? Oui, alors, je posais la question, est-ce que mon écran est partagé? Donc, Non, il l'est pas. Est-ce qu'il l'est maintenant? Non plus, non. toujours pas. Alors, comment se fait-il? Pourtant, j'ai bien fait partager. Hop. Bon, je vais en profiter pour prendre une dernière question, si vous voulez bien. Séverine, si les compétences ne sont pas acquises, sommes-nous donc obligés de fournir une attestation mentionnant que les compétences ne sont pas acquises ou partiellement acquises? Et dans ce cas, quelles conséquences? L'attestation va effectivement, il faut identifier en fait un système de niveau d'évaluation qui peut être voilà, une acquisition totale, partielle, non acquise. L'objectif, c'est de remettre effectivement au bénéficiaire, suite à la formation qu'il a suivie, quelles sont les compétences qu'il maîtrise, les compétences qu'il maîtrise partiellement et si besoin, les conséquences et si besoin, lui proposer un complément de parcours de formation pour enrichir ses compétences. Merci Séverine. C'est bon Dominique, on voit bien. D'accord. Et vous m'entendez, qui plus est, donc c'est merveilleux. Oui, donc on passe au critère 4, qui est donc un critère hein, sur les moyens pédagogiques, techniques, mis à disposition des participants pour permettre la mise en œuvre des prestations. Et là encore, on est sur des exigences, je dirais, un peu supérieures à Calliope pour, euh, pour ce qui concerne à la fois les locaux, mais aussi leur entretien. C'est-à-dire que là, on a deux indicateurs euh, qui viennent compléter ce qui est déjà demandé au niveau des équipements et locaux. Le premier sur la conformité des locaux à la réglementation en vigueur, bon, ça c'est une chose, mais aussi, et dans la nouvelle version, il s'agira de s'assurer que les locaux permettent l'accueil des bénéficiaires dans de bonnes conditions de réalisation des prestations, conformément à la réglementation en vigueur, bien sûr, mais aussi, au-delà de ça, dans des bonnes conditions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette question des bonnes conditions d'accueil est particulièrement prégnante dans des périodes de confinement, etc. Et de limitation des effectifs par salle. Donc on Alors, il y a un a, petit souci de présentation. J'ai l'impression que le document chargé a fait sauter l'intitulé de l'indicateur F, donc je me permets de le dire à l'oral. Bien. là maintenant, c'est le renouvellement des équipes qui Voilà. sont assurées hein, sur l'indicateur F. Euh, Et donc, en fait, on a là deux indicateurs qui s'intéressent aussi, je dirais, à la façon dont les organismes s'y prennent pour entretenir leurs équipements et pour faire en sorte qu'ils soient maintenus dans de bonnes conditions. Donc, cette question n'est pas présente hein, dans Calliope. Et j'ai envie de dire c'est dommage parce qu'en fait c'est bien une question de processus, c'est comment l'organisme
s'organise, c'est pas très élégant ça, pour s'assurer je dirais, du parfait état de fonctionnement de ces locaux et de ces équipements. Alors, bien sûr que dans les éléments de preuve, on va avoir des éléments de preuve qui sont du type registre de sécurité, les DERP, etc. C'est des choses que l'on voit déjà sur Calliope. Mais là, on va avoir des exigences supplémentaires, par exemple sur, je dirais, le confort, je pourrais dire ça comme ça, d'accueil des participants. Est-ce que eh bien, les niveaux d'éclairage sont satisfaisants? Est-ce que les chauffages fonctionnent? Est-ce que les équipements permettent, je dirais, un bon déroulement des prestations? Est-ce que les locaux sont pas trop sonores, etc., etc. Et par ailleurs, on a une question qui est posée sur comment vous êtes organisé, qui est responsable de l'entretien de ces locaux, de l'entretien des équipements, etc. Alors c'est une des questions qui avait été posée hein, lors des précédentes questions-réponses. Quand il s'agit de formation à distance, par exemple, comment on fait? Eh bien, notamment la question de la maintenance des équipements de type plateforme, etc., de l'entretien de ces équipements, de la garantie que ces équipements sont parfaitement opérationnels est posée. De même, l'autre question qui nous avait été posée aussi, c'était quand on fait appel à des locaux extérieurs, si l'organisme n'a pas de locaux en propre, mais qu'il loue des salles, par exemple, à l'extérieur, ou qu'il fait appel à de la mise à disposition de locaux, eh bien, la question qui est posée, c'est c'est quoi, vous, votre exigence, vous, en tant que prestataire, à l'égard de ces locaux? Comment vous assurez que ces locaux répondent à ces exigences? C'est quoi les niveaux de contractualisation et la précision des contrats qui sont établis pour la mise à disposition de locaux et des choses comme ça. Donc, votre auditeur s'intéressera à la façon que vous avez de maîtriser l'ensemble de ces aspects, quand bien même il s'agit de locaux extérieurs. Alors, je sais plus. Alors, on va avoir deux questions sur les indicateurs du critère précédent. Superbe. Alors, dans le cas de la sous-traitance, pour les indicateurs E et F, en cas de sous-traitance, comment présente-t-on les éléments de preuve? Eh bien, justement, c'est une excellente question. Je vous remercie de l'avoir posée. Ça renvoie d'ailleurs à l'indicateur 27. Hein, si vous avez recours à la sous-traitance à l'indicateur 27 de Calliope. C'est-à-dire que la question qui est posée, c'est comment vous vous assurez que votre sous-traitant met à disposition des locaux et équipements qui soient adaptés aux prestations et qui permettent l'accueil des bénéficiaires dans de bonnes conditions. Donc évidemment que le premier support que l'auditeur regardera, c'est, je dirais, le contrat qui est établi avec votre sous-traitant. Est-ce qu'il mentionne ces questions-là? Et est-ce qu'il y a des engagements de la part de votre sous-traitant sur ces questions-là? Et puis, si c'est le cas, alors si c'est pas le cas, il faudra regarder au-delà du contrat comment vous maîtrisez cette question-là. Mais si c'est le cas et si le contrat le précise, alors il faudra s'intéresser à la façon que vous avez de vérifier le respect des engagements de chacune des parties et notamment des engagements de votre sous-traitant. Donc, de même que pour l'indicateur 27 sur Calliope, mais cette fois-ci avec un niveau d'exigence supplémentaire, eh bien, vous aurez à apporter la preuve que vous vous assurez que les locaux mis à disposition par vos sous-traitants pour vos bénéficiaires permettent, je dirais, le déroulement des prestations dans d'excellentes conditions. Alors, Merci. c'est vrai que parfois on se heurte à des difficultés. Hein, on a eu le cas récemment avec des
des locaux mis à disposition par des bailleurs qui eux-mêmes tardent à réagir devant des réclamations répétées et successives sur le fonctionnement du chauffage ou sur l'état des huisseries. Donc bien sûr que vous ne pouvez pas être tenu pour responsable de la carence de vos bailleurs, mais en revanche, vous devez apporter la preuve que c'est une question sur laquelle je dirais, vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour régler ces questions-là. Ça revient d'ailleurs à aussi s'intéresser aux questions de management de la qualité, de gestion des réclamations, etc. C'est vrai que souvent dans les questionnaires satisfaction des participants, toutes ces questions-là apparaissent et s'il n'y a aucun traitement derrière, c'est vrai que ça va pénaliser les bénéficiaires des actions qui se retrouvent dans des salles mal chauffées ou avec des fenêtres en mauvais état. Oui, merci. Alors, une question par rapport à la formation à distanciel. Donc, c'est une question qui est présente dans la FAQ et la question ici dans le chat, si l'on ne fait que de la formation à distance, quelle est l'exigence par rapport aux locaux? Alors, évidemment que vous n'allez pas avoir d'exigence par rapport comment dirais-je, aux habitations de vos bénéficiaires. En revanche, vous pouvez tout à fait être attentif aux conditions de réalisation pour vos bénéficiaires de ces formations, les alerter sur la nécessité, par exemple, de disposer d'une connexion filaire, si nécessaire, de disposer d'un casque et d'un micro, que sais-je. En tous les cas, être attentif aux conditions de réalisation pour vos participants de ces formations. De même, on a ces sujets-là sur les équipements, hein. Être attentif à ce que vos bénéficiaires disposent des équipements minimum requis pour que ces prestations se déroulent dans de bonnes conditions. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe si ces équipements ne sont pas disponibles ou si ces locaux ne sont, enfin, si les bénéficiaires n'ont pas la possibilité d'avoir des conditions correctes de déroulement de ces formations. Est-ce que vous avez une politique sur ce sujet? Est-ce que vous avez des solutions à proposer? Voilà, dans la FAQ est indiqué, en réponse à cette question sur la formation à distance, s'il n'y a pas d'accueil de public, cela suppose des équipements, donc cités par Dominique, mais aussi de type plateforme, doivent pouvoir être démontrés, oui, le suivi du bon fonctionnement, l'entretien et la maintenance des outils à distance. On a une question ouverte en fait sur le système informatique. Cet indicateur concerne-t-il aussi les moyens de sécurisation du système informatique, protection des données par exemple? Ah bah ça, à la limite, ça c'est déjà vrai dans Calliope, hein. C'est-à-dire que vous avez une question sur, je dirais qui est maintenant d'application partout sur RGPD, la protection des données, et donc est-ce que votre système garantit une protection des données personnelles? Et ça c'est déjà le cas sur les indicateurs de Calliope. Donc oui, enfin en l'occurrence. Merci pour les réponses. Alors, il y a plein de questions un petit peu plus précises dans le chat. Je pense que les éléments qu'on a donnés et le question-réponse disponible sur le site pourront y répondre. Donc, on va pouvoir passer au dernier critère. Non, pas au dernier On n'est critère, au pas au prochain dernier. critère. Au prochain critère. Oui, donc alors c'est un indicateur donc G du critère 6
qui vient donc compléter, je dirais, l'indicateur 26 de Calliope, hein, puisque là, l'indicateur G porte sur la présence et l'identification d'un référent handicap qui était formé à cette mission-là et qui garantissent, je dirais, une qualité d'accueil et d'accompagnement, d'adaptation de la prestation, des prestations que vous proposez aux personnes en situation de handicap. Bon, clairement, cet indicateur, enfin cette exigence est supplémentaire par rapport à Calliope, puisque Calliope n'exige la présence et l'identification de ce référent handicap que pour les CFA, enfin pour les organismes qui préparent des formations en apprentissage. Donc là, ça s'applique à toute catégorie d'action, y compris bilan de compétences et accompagnement VAE d'ailleurs, hein. Et donc là, il y a une vraie volonté, hein, de la part de la région de rendre les actions de formation les plus inclusives possibles, j'ai envie de dire, hein, et de façon organisée avec effectivement des accompagnements mis en œuvre pour le public en situation de handicap, des adaptations des dispositifs, enfin, etc. Donc, donc là, pour nous, à la fois les organigrammes, les attestations de formation et les fiches actions, enfin bref, tous ces éléments de preuve là sont requis pour attester, je dirais, de cette préoccupation. Alors, quand, comme ça a été le cas récemment lors d'un audit complémentaire Certif Région, quand en plus l'organisme a été en situation d'accueillir du public en situation de handicap, quel que soit le handicap d'ailleurs, hein, c'est bien un handicap au regard de la situation de formation, hein, ça peut être des handicaps absolument non visibles, des 10, enfin, etc. Eh bien, évidemment que l'auditeur va s'intéresser, dans ce cas-là, aux prestations qui ont été mises en place, à l'accueil spécifique, aux accompagnements, aux adaptations des prestations qui ont été mises en place. Mais évidemment, il n'y a pas d'obligation à avoir déjà accueilli du public en situation de handicap. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus. Pas de questions sur ce sujet-là, c'est très clair et vous avez pu voir qu'il y a une page aussi du Carry4F à destination des référents handicap. Il y a aussi des visioconférences sur les dispositifs de la GFIP en Occitanie. Voilà, vous avez beaucoup de ressources sur ce sujet-là sur le site. Et donc, on peut aller au dernier critère. En tous les cas, ça fait plaisir de voir une politique publique qui soit inclusive et qui mette tout en œuvre pour que les actions le soient. Enfin, pour mon point de vue personnel, mais je ne me gêne pas pour le soutenir. Alors, après, là, la particularité, c'est qu'on va s'intéresser à un critère complet supplémentaire par rapport à Calliope, puisque c'est un 8e critère et qui s'intitule « Piloter la qualité en cohérence avec la stratégie de l'organisme ». Alors là, il faut noter quand même qu'il y a une vraie ambition derrière ça, qui est que eh bien, la qualité, ce ne soit pas simplement un machin de plus plaqué sur l'organisme et les contraintes supplémentaires, mais que ce soit véritablement une politique au service de la stratégie et du développement de l'organisme. Donc là, on a 4 indicateurs qui viennent, je dirais, étayer cette ambition.
Le premier, bien sûr, le référent qualité, hein. Et donc, ce référent qualité, aujourd'hui, c'est le vocable, c'est uniquement référent qualité. Demain, il y a aussi une exigence sur la notion de référent, on pourrait dire référent égalité professionnelle femmes-hommes. On l'a appelé membre permanent à l'égalité professionnelle femmes-hommes. Bon, là aussi, on ne peut que souscrire à cette politique volontariste. Et donc, eh bien, évidemment, nous, ce qui nous intéressera, c'est est-ce qu'il y a, des personnes qui ont été désignées pour faire ça, quelle est la place dans l'organisation, et puis viendra après des indicateurs qui s'intéresseront aux activités, aux actions animées par ce référent qualité et ce référent égalité femmes-hommes. Alors, évidemment que la compétence de ces personnes et la formation qu'ils ont suivie nous intéressent au premier chef. Après, il y a des indicateurs qui sont, je dirais, plus, factuel, enfin d'activité, hein. La notion de gestion documentaire, c'est-à-dire que comment vous alimentez en fait votre système d'information dans le domaine de l'amélioration permanente, comment vous prenez en compte et vous fluidifiez cette information pour piloter les actions d'amélioration. La question de je dirais des audits internes, hein. Et donc ça, c'est une exigence supplémentaire, c'est-à-dire qu'il y a la nécessité, je dirais, d'avoir une maîtrise en interne entre chaque audit tierce partie, hein, d'avoir un entretien de la dynamique qualité par le biais notamment d'audits internes, piloté évidemment par le responsable de la démarche qualité de l'organisme. Et puis après, en outil complémentaire, on a cet indicateur K qui, lui, s'intéresse, je dirais, au tableau de bord de pilotage, on pourrait dire ça, de l'amélioration permanente en lien avec la stratégie de l'organisme et donc notamment avec des éléments de preuve comme par exemple les revues de direction, les séminaires annuels sur l'amélioration de la qualité, etc. Donc, si on passe en revue les différents éléments de preuve, on a donc sur le pilote qualité, bien ces fiches mission, c'est sur la maîtrise documentaire, eh bien on va avoir des questions sur l'actualisation documentaire, sur comment tout cela est piloté et visible. Généralement, quand il y a une maîtrise du système documentaire, eh bien, ça évite d'avoir 50 000 versions différentes qui circulent dans l'organisation pour un même document. Après, on a la question donc des processus internes de pilotage et de mise en œuvre des actions. J'en ai déjà parlé, les audits internes, les tableaux de bord, etc. Et puis, bon, pour ce qui concerne l'égalité femmes-hommes, eh bien là, a priori, c'est déjà quelque chose qui est regardé au niveau de la candidature, mais nous, on s'assure que c'est bien effectif et qu'il y a bien une préoccupation perceptible sur ce sujet-là. Voilà, alors souvent, c'est vrai que la question qui nous est posée, c'est la question de l'articulation avec l'indicateur 32 du référentiel Calliope. Mais en fait, je dirais clairement, l'ambition ici du critère 8 va bien au-delà des exigences de Calliope, puisqu'en fait, elle fait l'articulation entre la politique et la stratégie de l'organisme et, je dirais, le service rendu par la démarche qualité et la contribution de ce management de la qualité
à cette politique. Donc il y a bien une articulation très forte et voilà, une politique affirmée de faire en sorte que la qualité soit au service du développement et voilà, de la politique de l'organisme de formation, ce qui n'est pas du tout présent dans Calliope. Merci. On a quelques questions. Peut-être qu'on peut alterner entre Séverine et Dominique pour les réponses. Pour revenir sur l'indicateur H, sur le référent égalité professionnelle, égalité femmes-hommes, une question pour Séverine. Au-delà de nommer et former un référent égalité, quelles sont ses missions au sein d'un OF? Alors, en fait, le référentiel Certif Région, donc c'est d'ailleurs un prérequis pour candidater donc, au label. On doit effectivement avoir justifié d'une attestation donc, de formation du référent égalité professionnelle femmes-hommes. Et après, en termes de mission, eh bien, la mission sur l'égalité professionnelle femmes-hommes, c'est de garantir, notamment au moment de la candidature, des recrutements des bénéficiaires, cette égalité entre les femmes et les hommes, de développer peut-être sur des métiers qui sont plus orientés aujourd'hui ouverts sur destination à un public masculin, de favoriser le développement aussi de ces métiers voilà, auprès des femmes ou inversement. On est bien dans les deux cas. Donc, c'est promouvoir en fait cette égalité professionnelle femmes-hommes au sein de l'organisme de formation. Donc, la mission, après, bien, elle sera un peu spécifique à chaque organisme, mais voilà les orientations à mentionner dans cette fiche mission du référent égalité professionnelle femmes-hommes. Tout à fait. Et vous citiez, il y a une formation préalable obligatoire, qui est un prérequis. Au moment du dépôt de la candidature, c'est une attestation de formation, c'est déjà réalisé, une attestation d'inscription. Et en fait, la distinction, c'est simplement que cette formation est vraiment orientée pour un public de professionnels concourant à la formation ou à l'accompagnement à l'emploi. On n'est pas sur une formation de sensibilisation dans l'organisme de formation en tant qu'entreprise, mais bien en tant qu'organisme de formation. Donc, sur l'accès aux formations des publics sans des préjugés de ce type-là. Tout à fait. Je peux Et peut-être, Virginie, Oui. compléter en disant que pour... Alors, on va avoir pas mal de questions. D'accord. Non, mais Donc, malheureusement, on ne pourra à pas compléter longtemps. titre d'illustration, moi, le dernier audit que j'ai fait sur Certif Région, l'organisme suivait de près, je dirais, la proportion femmes-hommes sur ces différentes formations, déjà disposer d'un état des lieux très précis, à la fois sur ce qui s'était passé auparavant et sur la situation d'aujourd'hui, et piloter un plan d'action pour essayer de rééquilibrer les effectifs en faveur soit des hommes quand il y avait une majorité de femmes, et inversement. Donc voilà ce type de mission qui me paraît tout à fait intéressante à regarder, comment l'organisme de formation essaye-t-il de diversifier les recrutements pour avoir, je dirais, des recrutements un peu moins genrés sur certains métiers, quoi. Voilà. Sur l'indicateur J, Séverine, faudra-t-il réaliser un audit interne avant l'audit Certif Région? Alors, l'audit interne, on est bien sur la notion de auto-évaluation des exigences du présent référentiel, dans le niveau attendu de l'indicateur. Maintenant, il est quand même fortement recommandé d'avoir réalisé cet audit interne, parce que c'est quand même pour l'organisme de formation le moyen aussi de vérifier est-ce qu'on répond bien à l'ensemble des exigences du référentiel. Maintenant, voilà, il peut y avoir des cas particuliers en fonction de quand est-ce que l'organisme a démarré sa démarche, etc. Ça peut être l'audit interne peut être en fait aussi une phase de diagnostic initial de l'organisme de formation
Et dans tous les cas, ben, s'il n'y a pas eu d'audit interne, ce sera à minima quelle est la procédure qui est mise en place, qui seront les auditeurs internes, comment va se dérouler la mission de l'audit. Ok, merci. Alors, on pourrait parler longtemps de ce critère-là, de ce critère supplémentaire qui présente vraiment le curseur poussé plus loin. On va encore avoir des éléments d'information à vous donner. Donc, merci aux auditeurs. Je vais reprendre la main du partage, Dominique. Et on va pouvoir avoir une partie avec Marie-Béatrice. Je vous donnerai quelques éléments à la fin par rapport à vos questions quant à la candidature, hein. Mais vous retrouvez tout ça également dans la visio du mois dernier. Donc, je reprends la main pour le partage et ce sera la parole. Hop. Alors, est-ce que c'est bon, vous voyez? Oui. Hop. Et voilà. Alors, C'est à toi, hein. oui, comme il reste 10 minutes, je vais faire court. Donc, les audits. Maintenant, vous savez tout sur le référentiel Certif Région, brillamment illustré par nos auditeurs. Je crois qu'on ne s'est pas trompé dans le choix qui a été fait. Vous allez donc pouvoir sans problème vous intéresser aux différentes options qui s'offrent à vous pour pouvoir bénéficier d'un audit Certif Région. Alors, petit rappel, pour être en conformité avec la réglementation qui va s'appliquer au 1er janvier 2022, vous avez la solution qui existe donc depuis fin 2019, c'est l'option 1. Vous vous intéressez à un organisme certificateur accrédité par le COFRAC, donc le Comité français d'accréditation. Vous passez votre audit initial et vous obtenez Calliope. Ça, j'allais dire, Certif Région n'est pas concerné en direct. Vous choisissez Certif Région. Dans ce cas-là, c'est l'option 2. Vous êtes audité par CIDE ou par Mayotica pour un audit initial et en intégrant les indicateurs spécifiques au label Certif Région, en fait, vous obtenez à la fois Calliope et Certif Région. Et puis, troisième option, certains d'entre vous, devant l'échéance qui, avant d'être reportée au 1er janvier 2022, était le 1er janvier 2021, certains ont anticipé et déjà obtenu Calliope. C'est l'option 3. Vous souhaitez aujourd'hui, bien que vous ayez obtenu déjà Calliope, savoir si vous pouvez aller sur le label Certif Région, ce qui vous amène peut-être à participer à notre intervention d'aujourd'hui. Eh bien, vous avez effectivement cette possibilité. On appellera ça un audit complémentaire où seront vérifiés les indicateurs spécifiques et supplémentaires que vous avez, enfin, qui concernent le label Certif Région, puisque vous savez, hein, on vous l'a déjà dit depuis le début de cette intervention, le label Certif Région veut aller au-delà, beaucoup plus loin que Calliope, donc c'est ce qui sera vérifié. Et cela vous permettra donc d'avoir, au final, suite à cet audit complémentaire, Certif Région. Les intérêts du label, on en a déjà parlé, bon, je ne sais pas si je reviens dessus. Globalement, donc pour l'instant, nous étions 20 partenaires, mais les OCA sont devenus des OCO, donc de toute façon, de manière mathématique et automatique, le nombre diminue. Mais il se passe là comme quand nous avons démarré sur Certif Région, c'est-à-dire nous avons 5 premiers partenaires actuels du label, que vous voyez là, sous vos yeux. Il n'est absolument pas exclu que les choses évoluent, hein, comme lorsque nous avons créé ce label. Au départ, on était 3, puis 5, puis 10, et on a fini à 20. Là, de toute façon, mathématiquement, on ne peut pas arriver à 20, hein, mais on va forcément avoir un peu plus de monde au fur et à mesure. Les intérêts d'obtenir le label, donc on en a parlé, hein, c'est parce que vous allez garantir des formations de qualité qui sont volontairement affichées. Enfin, ce label, il est aussi voulu, souhaité
par les financeurs partenaires, qui vous garantissent via ce label Certif Région d'atteindre en fait leurs attentes à eux et leurs objectifs. Dépasser l'obligation nationale, ça je viens de le redire, avec un niveau d'exigence supérieur. Et puis l'intérêt, je parlais tout à l'heure de monter en compétence des équipes ou du système formation, ça va avec la promotion de la professionnalisation des équipes. Et c'est vrai que des équipes avec un haut niveau d'action ou d'activité peut favoriser, peut intéresser ou peut oui, favoriser le recrutement et l'attractivité pour des formateurs qui souhaiteraient pouvoir accéder à vos centres de formation et à votre structure, voilà, qui seraient attirés par l'excellence, ce que l'on souhaite avec Certif Région. Et puis dernier point, c'est pour ça qu'il y a le critère 8 hein, dont on vient de vous parler. On est ambitieux sur la démarche de management de qualité, à savoir que on souhaite que ce soit une démarche qui soit en continu et qui ne soit pas liée uniquement aux dates d'audit qui sont prévues, mais bien que ce soit fait sur la longueur, parce que c'est une garantie de qualité de formation. Et puis on vous a fait un petit récapitulatif. Vous savez que la région, en tant que financeur de formation, son gros marché d'achat de formation, il arrive. C'est normalement fin de cette année, début de l'année prochaine. Ça s'appelle le Programme régional de formation, ou PRF 2023-2026. Évidemment, le label Certif Région n'est pas obligatoire, puisque l'obligation, c'est Calliope, c'est la réglementation nationale. Et un marché public, ça s'attache à la réglementation nationale et à sa mise en conformité. Simplement, sachez que les indicateurs de Certif Région sont la base de nos cahiers des charges et des grilles d'instruction du programme. Donc, forcément, c'est toujours intéressant d'avoir Certif Région parce que vous serez évidemment dans le cadre qui va être défini via le programme régional de formation. Merci, merci Marie-Huée d'avoir été si claire et concise. Ce sont des rappels hein, de la visio de Oui, février. Donc, si vous avez voilà. besoin de plus de détails, je vous invite à aller sur notre site internet, à reprendre la visioconférence. Et si vous avez des questions spécifiques hein, sur votre Oui. structure, à nous envoyer un mail. Hein. Le label n'est pas obligatoire, que ce soit pour le PRF ou pour Pôle emploi. Hein. J'ai vu une question là-dessus. Donc, très succinctement. Notamment, si je peux me permettre, sur la participation de la région, c'est quelque chose que nous avions détaillé dans le précédent webinaire, donc il ne faut pas hésiter à aller voir. Tout à fait. Vous avez vraiment les commentaires de la région en introduction et en questions-réponses qui viennent éclairer les phrases qu'on peut vous indiquer sur les supports. Donc, très succinctement, en 2 temps, candidature et calendrier. Alors, la candidature, le process, c'est en 6 étapes. Quelque part, vous êtes déjà à la 3e étape, à prendre connaissance du référentiel, du guide de lecture, etc. Les 3 prochaines étapes, donc réaliser un auto-diag, télécharger la documentation directement en ligne et remplir le dossier de candidature, ça ce sera à partir d'avril. Il y a une visioconférence prévue le 6 avril. En fait, le déploiement technique est encore en cours. On est impatient de vous en faire part dès début avril. Pour tous les détails des différentes étapes et surtout pour les ressources, un lien vers la page Certif Région. Pour le calendrier, vous avez donc pour tout organisme qui a encore un label Certif Région en cours de validité ou qui a eu précédemment le label, vous pouvez prendre contact avec moi directement pour une candidature simplifiée. Pour tous les autres organismes intéressés, vous êtes nombreux. Donc, je vous l'indiquais, candidature en ligne à partir d'avril, avec en parallèle le comité de pilotage qui valide toutes les modifications qu'on a vues au fur et à mesure. Et puis, vous avez des comités instructeurs régulièrement, même très régulièrement, tous les 15 jours, pour que ce soit fluide pour vous. Et un comité de labellisation. Je me permets de prendre une question par rapport au coût d'un audit. Ça fait aussi
aussi écho à ce que disait Séverine au début par rapport aux demandes de devis. Donc une fois que vous vous êtes renseigné en quelque part, c'est c'est l'étape 1, vous vous êtes renseigné, vous avez compris ce qu'est le label, en quoi il vous intéresse, ce sera un avantage pour vous. Et prenez contact avec les auditeurs, vous avez leur fiche technique en bas de la page Certif Région pour avoir un devis. C'est bien sûr le devis que vous aurez le coût pour votre structure de l'audit que vous aurez choisi. Et vous aurez aussi indiqué la prise en charge de la région. D'accord. Pour tout ce qui est financement, on n'a pas abordé aujourd'hui. De nouveau, vous retrouvez ces informations dans la précédente visioconférence et sur notre site internet. Eh bien, on est pile dans les temps. On n'aura pas de questions-réponses supplémentaires, mais on vous rappelle les mails. Donc, vous pouvez me faire un mail directement pour vos questions spécifiques. Vous avez le mail aussi pour toute question vraiment sur la labellisation auprès de la région, qualité-certifrégion@larégion.fr. Et pour les auditeurs, les coordonnées sur les fiches techniques en bas de la page Certif Région. Merci beaucoup, Séverine, Dominique, Marie-B. Peut-être un mot de la fin, Marie-B? Je vois les paroles de chacune de vos paroles, donc je souriais bêtement. Oui. Super. Non, non, je suis très contente de la participation. Je ne sais pas combien nous étions ce matin. On est une centaine. Hein. Voilà, encore merci d'être venu nous rejoindre pour en savoir plus sur Certif Région et ce label qualité que nous défendons fortement parce qu'on considère que pour vous, c'est ce qu'il y a de mieux pour vos prochains travaux, interventions auprès d'entreprises, d'établissements de services publics ou d'établissements enfin, d'apprentissage, enfin peu importe votre type d'action, hein, de votre catégorie d'action, mais voilà. On reste persuadé que c'est un plus. Et donc pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter le CARIF dans un premier temps et de toute façon, CIDES et Mayotica sont là pour répondre à vos questions. Nous, on intervient de toute manière. Si vous êtes sur l'Occitanie, on interviendra en partie pour vous aider, pour réaliser votre projet. Alors, on espère qu'aujourd'hui, vous avez vu voilà, l'ambition de la région sur ce sujet la région missionne le CARIF pour vous appuyer, vous accompagner dans la candidature donc à sélectionner les auditeurs. C'est les 2 auditeurs qui sont présentés aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde Bonne et journée à à vous. bientôt.